Et il est 19h02, donc nous allons commencer. Alors, qui suis-je pour prendre la parole ainsi de manière répétitive depuis quelques minutes? Je suis Cécile Delemare. Je travaille à la vie coopérative à Enercop depuis Paris. Mon rôle ce soir est de faciliter ce webinaire. Je vais distribuer la parole aux deux intervenants qui apparaissent à l'écran et je ferai également le lien avec les questions que vous nous poserez tout à l'heure. Il est donc 19h, c'est un webinaire qui dure 1 heure, on s'engage à terminer à 20h. On en reparle dans 55 minutes. Le webinaire de ce soir, donc on a déjà lancé le diaporama, vous avez pu voir le titre, il s'appelle Le chemin des électrons. Il s'agira de parler de vos besoins en électricité, de comment on vous approvisionne et comment on produit ces électrons et quels sont les liens entre tout ça, comment cela fonctionne. Vous nous entendez souvent parler d'approvisionnement durable, de commerce équitable de l'électricité, de circuit court de l'énergie. C'est des termes qu'on aime bien dire dans les webinaires ou écrire dans certaines communications, mais concrètement, ça veut dire quoi? Et ça sera l'occasion surtout de vous dire qu'est-ce qu'Enercop aujourd'hui avec le modèle qui a bien évolué depuis son origine en 2005. Et on reviendra là-dessus dans quelques instants. Pour aborder ces questions, vous voyez, il y a quand même pas mal de personnes derrière les écrans et devant les claviers. Donc, nous avons dans les intervenants de ce soir, Morgane Bénard, qui est à Bordeaux, qui travaille pour Enercop Nouvelle-Aquitaine au pôle énergie. Et j'ai également Julien Courtel, qui est chargé du discours énergie à Enercop National, qui est dans la même pièce que moi présentement. Et nous avons toute une équipe de personnes pour répondre et suivre vos questions. Claire, Théo, Margot et aussi Ludo, pardon, on n'a pas mis ta photo, qui répondront et suivront vos questions. Eh bien, nous allons peut-être redire une dernière fois pour les personnes qui arrivent. Si vous avez des questions, ça se passe sur questions et réponses, question and answer. Désolée, hein, je le dis beaucoup, mais c'est mon rôle. Ce sera donc les personnes qui sont devant les claviers qui vous feront les réponses ou qui nous les transmettront. Nous allons commencer par une demi-heure de présentation. Morgane, est-ce que tu peux aller à la slide d'après juste pour qu'on présente voilà, les deux thématiques. Donc, nous allons avoir une demi-heure de présentation qui se découpe entre quel est ce modèle Enercop, quelles ont été les évolutions qui va être présentée par Julien. Et ensuite, ces notions de chronologie et d'interface entre les métiers que Julien va présenter et comment tout ça se passe. Et ce sera Morgane. Puis nous prendrons une dernière demi-heure pour répondre à toutes vos questions. Et c'est parti, je laisse la parole à Julien. Merci beaucoup, Cécile. On va prendre le temps de cette introduction pour se remettre un peu en tête, finalement, qu'est-ce que c'est Enercop? Ça a beaucoup évolué, notamment ces dernières années. Donc, on reprend un peu tout ça, puisque l'objet du webinaire va beaucoup être, en fait, finalement, concentré sur les différents espaces de décision de cette chose un peu complexe qui est Enercop. Et alors déjà, quand je dis qu'est-ce que c'est Enercop, c'est un réseau de coopératives. Ça ne change pas. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 11 coopératives, 11 sociétés coopératives d'intérêt collectif des SIC, partout sur le territoire français, qui forment ce réseau. Ça veut dire que ce sont des structures juridiques indépendantes et on est lié par énormément de choses. On est lié par une vision politique qui est globalement la même. On est lié par des enjeux économiques. On est lié par la marque Enercop. Mais on a ce réseau qui est assez fort. Et par-dessus, on a aussi différents métiers. Et il y a eu pas mal d'évolutions justement sur ces différents métiers ces dernières années. Il y a un métier qui est porté par Enercop historique qui est à Paris, qui est le métier de la fourniture d'électricité, qui appartient essentiellement à cette coopérative, mais il y a aussi plein d'autres métiers, justement, dans les Enercop de tout le réseau. Il y a un des métiers dont on parle beaucoup, entre autres, c'est la production. C'est ce qu'on appelle la production, qui veut en fait dire développer des projets d'électricité renouvelable de bout en bout, c'est-à-dire imaginer un projet, puis le faire sortir de terre et ensuite l'exploiter. Il y a d'autres métiers. Par exemple, on va beaucoup activer les métiers de bureau d'études à travers toutes les Enercop locales, c'est-à-dire faire des prestations de services. Et puis, il y a des métiers qui peuvent être aussi spécifiques, par exemple d'une Enercop à l'autre. Typiquement, en Hauts-de-France, il y a un métier de distribution de bois énergie. En Languedoc-Roussillon, ils ont été très en avance sur des métiers liés à la formation. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux métiers
qui sont ce que j'ai appelé la production, et le métier de la fourniture d'électricité, parce que les liens entre ces deux sont particulièrement forts et font partie d'une même promesse qu'on fait aux clients et clientes du fournisseur, mais aussi à tous les sociétaires de toutes les coopératives. En gros, l'idée c'est que la production, le métier de la production, fasse ce métier, notamment pour pouvoir vendre cette électricité au fournisseur d'électricité qui est Enercop, lui-même devant vendre de l'électricité à ses clientes et ses clients. Pourquoi on fait ça? C'est notamment pour mettre en place un des objectifs que je vais appeler politique d'Enercop, qui est de mettre en place ce qu'on peut appeler un circuit court ou quelque chose proche de la logique du commerce équitable dans cette vente et ce circuit de l'énergie, d'où le titre du webinaire, le chemin de vos électrons, pour aller de l'émergence d'un projet jusqu'à la facture des clientes et clients du fournisseur d'électricité. Je vais creuser un peu là-dedans. Et sur la planche précédente, sur laquelle tu peux nous amener, Morgane, voilà. Ça, c'est un schéma, du coup, qu'on a beaucoup utilisé, mais notamment au moment où la production dans le réseau Enercop n'était pas encore aussi développée qu'aujourd'hui, pour expliquer le lien entre le réseau des producteurs du fournisseur d'électricité et ses consommateurs. Enercop, en tant que fournisseur, étant un intermédiaire entre les deux. Donc là, on va rentrer un peu plus dans la mécanique de qu'est-ce qui se passe quand Enercop et les Enercop locales deviennent productrices, parce qu'il y a du coup des échanges à mettre en place. En fait, spontanément, un Enercop fournisseur, en tout cas un Enercop fournisseur, n'a pas forcément les mêmes enjeux qu'un producteur. Et dans ce cas-là, le producteur devient Enercop. Je cite des exemples. Quand on est un fournisseur d'électricité, nous, ce qu'on doit faire, c'est vendre de l'électricité à des consommateurs et des consommatrices finales. Ça veut dire qu'on doit acheter de l'électricité. Du côté du développement et de l'exploitation, il faut mener un projet allant de bout en bout. Donc, le premier bout, c'est l'émergence, c'est quand on commence à imaginer un projet et à chercher des terrains, jusqu'à l'exploitation, quand quand l'installation est bien construite, qu'elle produit, il faut trouver l'acheteur de cette électricité. Du coup, finalement, tout ce qu'on va voir un peu dans ce webinaire, et c'est Morgane qui va emporter l'essentiel et toute la substantifique moelle, c'est finalement quelles sont un peu les interactions qu'on va mettre en place entre les métiers du développement et les métiers de la fourniture pour qu'on soit un peu bien d'accord sur l'électricité qu'on peut commercialiser et l'électricité qu'on souhaite développer. Je vais reprendre quelques exemples que Morgane reprendra ensuite, mais il y a deux grands espaces, par exemple, de décision. C'est déjà le prix. À combien est-ce qu'il faut que Enercop, côté développement, on vende l'électricité, et côté fourniture, à quel prix on doit l'acheter pour ensuite la revendre à des clients. Il y a aussi des espaces de discussion pour tous les enjeux qui sont, par exemple, éthiques, qui va porter le choix de ce qu'on fait, de comment on définit un bon projet, de quels sont les critères et qui doit les faire vivre. Est-ce que ça doit être du côté du développement du projet? Est-ce que ça doit être du côté de la fourniture? Est-ce qu'on doit faire tout ça dans un grand élan collectif d'intelligence collective, tout en n'oubliant pas de mélanger les avis venant de partout, notamment de nos sociétaires? On va voir quelle voie on a privilégié. Voilà, on va se concentrer un peu sur toutes ces interactions. Je vais continuer un tout petit peu mon introduction par une planche un peu à part, juste pour redonner des ordres de grandeur. On va parler beaucoup d'électricité. Et c'est pour essayer de remettre des grands chiffres un peu derrière tout ça. L'unité de l'électricité qu'on va utiliser, ça va être le mégawattheure. Une installation renouvelable produit des mégawattheures. Les consommateurs et consommatrices consomment des mégawattheures. Je donne quelques équivalences ici. Par exemple, un foyer, une maison va consommer en gros à peu près chaque année 3 mégawattheures en fonction de si elle chauffe ou pas, entre 3 et 9 mégawattheures. C'est à peu près l'équivalent de ce que peut produire une toiture solaire chez ces mêmes particuliers, par exemple. Si on grandit un peu l'échelle, un quartier, avec 30 compteurs, par exemple, ça peut consommer environ 300 mégawattheures. Et ça, c'est à peu près l'équivalent de la production d'une installation de 250 kilowatts, qui va produire 300 mégawattheures chaque année. Et puis ensuite, on peut imaginer des parcs un peu plus gros, de 5 ou entre 5 et 10 mégawatts, qui vont produire environ entre 5 et 10 gigawattheures par an, soit l'équivalent d'un village.
dans cette planche. Les deux derniers messages que je vais faire passer, c'est vous demander votre indulgence si jamais on s'enflamme dans nos discours et que dans la précipitation, on utilise des raccourcis qu'on utilise très souvent. Quand on va parler de prix, on va en général vouloir dire des euros par mégawattheure. Peut-être que des fois, on ne dira que euros, mais a priori, ça sous-entend euros par mégawattheure. Et quand je dis une production de X mégawattheures, en général, c'est une production annuelle, donc ça veut dire X mégawattheures par an. Ensuite, dernière chose que je voulais apporter sur cette planche, c'est quand on parle de grands projets, c'est un peu des grands projets selon la vision d'Enercop. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un peu notre cœur de métier en tant que développeur, en tout cas un créneau sur lequel on s'est très longtemps illustré, ce sont les petites installations au sol. Et les petites, c'est les installations de 250 kW. Et on développe encore beaucoup, toutes les EL développent énormément ce genre de petits projets. On va parfois vers des projets plus gros. Les projets plus gros, c'est pour nous des projets entre 5 et 10 mégawatts. Et j'ai mis grand dans cette planche entre guillemets parce que ça reste relativement modeste par rapport à ce qu'on peut trouver dans le monde du développement franco-français. Il n'est pas rare de voir des projets de 100 mégawatts, quand nous, on va peut-être rester sur la fourchette 5 à 10. Le plus grand projet de France, qui se situe sur le territoire justement de Morgane, qui est le projet Horizeo, va faire à lui tout seul 1 gigawatt, c'est-à-dire 1000 mégawatts, soit l'équivalent de la taille de la ville de Bordeaux, ce qui n'est pas du tout le projet, le genre de projet qu'on va plébisciter. On a au contraire pris position assez publiquement contre ce genre de gigantisme. En gros, si vous voulez une échelle un peu en tête, 1 mégawatt fait 1 hectare. 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Ça fait à peu près un terrain de 100 mètres sur 100 mètres. Voilà. J'ai fini pour cette petite introduction et je vais pouvoir donner la parole à Morgane. Merci, Julien. Alors, effectivement, Julien, tu nous as présenté les différents métiers, les différentes activités représentées, travaillées au sein du réseau Enercop. Et là, la question, en tout cas, moi, ce que j'ai essayé de vous partager, c'est comment s'interfacent ces différents métiers. Et pour un peu illustrer ça, parce qu'on va quand même surtout se concentrer sur deux métiers, je vais proposer à Julien, s'il accepte, de représenter Enercop Fournisseur. Bonjour, monsieur Enercop Fournisseur. Et moi, Morgane, qui travaille pour Enercop Nouvelle-Aquitaine, je vais avoir la grande responsabilité de représenter Enercop Développeur. Et dans ce package Enercop Développeur, je mets toutes les personnes, tous les salariés qui travaillent au développement de projets de production d'énergie renouvelable au sein du réseau Enercop. Donc, ça peut être au sein des Enercop locales, régionales, mais ça peut être aussi au sein de Enercop national et d'autres entités sur lesquelles on est en train de travailler. Donc, comme on l'a dit, comme tu l'as dit, Julien, entre Enercop fournisseur et Enercop développeur, on a a priori des envies, des enjeux qui sont opposés. Enercop fournisseur, il va vouloir acheter son électricité le moins cher possible pour pouvoir, entre guillemets, alors je caricature, hein, dans les faits, c'est pas tout à fait ça, mais il va avoir un enjeu en tout cas de maîtriser son coût d'approvisionnement, son coût d'achat d'électricité et d'essayer que cette électricité soit pas trop chère pour derrière la revendre pas trop cher à ses clients, tandis que les Enercop développeurs, eux, ils vont vouloir, qu'ils deviennent producteurs, hein, ils vont vouloir vendre notre électricité le plus cher possible. Là aussi, je caricature. Et donc, tout l'enjeu de cette première interface, c'est déjà de trouver le prix juste. C'est là où on peut encore faire la petite parenthèse ou le petit parallèle avec le commerce équitable, mais en tout cas, trouver le prix juste qui permet de rémunérer à la fois Enercop producteur, Enercop développeur, Enercop producteur et Enercop fournisseur. Donc pour ça, avec Julien, on se réunit autour d'une table et on discute. Donc Julien, il va me dire, bon Morgane, ce serait vraiment bien que tu fasses sortir des super projets avec une éthique hyper forte, parce que c'est vraiment dans l'ADN d'Enercop. Donc pour ça, je veux que tu me mettes en place des projets avec des collectifs citoyens, avec des collectivités, donc des projets qu'on va appeler des projets d'énergie renouvelable citoyens, pour porter une vision d'un modèle décentralisé et des projets avec le moins d'impact possible, qui font le plus consensus possible. Enfin voilà, donc déjà, Morgane va me chercher des projets dont l'éthique est irréprochable. Ensuite, Julien va me dire, bon, aussi, il va falloir qu'on discute prix. Alors là, c'est ce que rappelait Julien tout à l'heure, c'est s'accorder sur quel est
le prix juste, en tout cas le prix qui va d'une part répondre aux enjeux de Enercop fournisseur, donc de Julien, en termes d'approvisionnement en électricité, et en même temps pouvoir faire en sorte que la centrale, les projets d'énergie renouvelable qu'on porte, puissent voir le jour. Et donc, pour travailler ce prix-là, on discute ensemble, hein, on va se partager nos visions. Julien va regarder aujourd'hui globalement ses prix d'approvisionnement actuels, ses prix d'approvisionnement projetés dans les prochaines années. Et moi, de mon côté, Morgane, Enercop développeur, je vais partager sur aujourd'hui, pour construire une centrale solaire, par exemple, le temps de développement, c'est tant d'années, ça coûtera tant de la développer, ça va coûter tant de la construire, parce qu'aujourd'hui, le prix des panneaux, c'est ça, etc. Et les coûts pour entretenir, pour assurer la maintenance de la centrale pendant 30 ans, ce sera tant. Et donc, quand on met tous ces coûts, cet argent, on va dire bout à bout, et bien derrière, on a un prix qui est le prix complet, le prix total de notre centrale solaire sur 30 ans. Maintenance, entretien inclus. Et derrière, on va diviser ce prix sur 30 ans en un prix au kilowattheure. Et donc, je vais aller voir, en tout cas, on va discuter avec Julien, on va dire, le vrai prix, le bon prix du kilowattheure, c'est tant d'euros au kilowattheure ou tant d'euros au mégawattheure. Et donc, on va s'accorder comme ça sur un cadre qui veut, on va dire, répondre à la fois aux enjeux d'Enercop fournisseur, de Julien, mais aussi de Enercop développeur, de moi, parce que il faut qu'il y ait une réalité économique pour que le projet que j'ai envie de développer puisse effectivement voir le jour et voir ses équilibres financiers, en tout cas, réalisés. Et donc, petite parenthèse, là, on est vraiment sur un prix de l'électricité qui est le vrai prix de l'électricité verte, et c'est ça qui est hyper vertueux dans l'approche, et c'est un prix qui va être complètement déconnecté du marché. Vous l'avez peut-être entendu au moment de la crise énergétique, où on se disait que malheureusement, on s'est rendu compte que notre électricité, elle était impactée au marché, tout comme au marché de l'énergie, et que ce marché de l'énergie, c'est comme le marché financier, il a des hauts, il a des bas, il y a des crashs, il y a des envols, et donc c'est quand même pas très vertueux, ou en tout cas, c'est pas très représentatif du vrai coût de l'électricité. Et donc là, on va vraiment, en tout cas dans ce prix cible dont je parle, on va vraiment travailler sur le vrai coût de l'électricité verte produite. Donc une fois qu'on a défini ce cadre, moi, Morgane, je repars de mon côté, donc moi en l'occurrence en Nouvelle-Aquitaine, et je vais aller chercher des opportunités qui rentrent dans le cadre de ce projet. Dans le cadre de ce cadre, c'est pas très bien dit, mais vous voyez l'idée. Pour ce faire, il y a plusieurs façons, donc soit aller chercher directement des terrains, des opportunités qui correspondent bien, ou alors mettre en place des partenariats. Alors, vous l'aurez peut-être compris, mais au sein du réseau Enercop, on aime beaucoup travailler plutôt à travers des partenariats, et notamment des partenariats avec des collectivités ou avec des collectifs citoyens. Pourquoi? Parce que c'est une façon, on va dire, de développer une réelle transition énergétique portée par et pour les territoires, qui va être pensée et conçue avec les acteurs des territoires. Donc, on va aller discuter avec des collectivités et se dire, ou avec des collectifs citoyens et se dire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur votre territoire? Quel type de projet on peut faire émerger conjointement? Donc ça va nous amener des opportunités qu'on va du coup pouvoir analyser au regard du cadre qu'a défini Julien précédemment, Enercop fournisseur précédemment. Et donc, pour donner un peu plus de billes, sur notre terrain idéal, en tout cas les terrains qu'on cherche, alors là je vais parler pour une centrale solaire, on va chercher du coup des terrains dégradés avec le moins d'enjeux environnementaux possible, le moins de valeur agricole possible. Là, c'est toujours en allusion, on va dire, à l'éthique qui a été définie dans le cadre, dans l'interface avec et l'échange avec Enercop fournisseur. Il y a aussi des enjeux de visibilité, que ce soit des terrains peu visibles, des enjeux de proximité du réseau électrique. Ça va plutôt avoir un impact financier. Plus on est loin du réseau électrique, plus ça va nous coûter cher d'aller nous brancher au réseau électrique, parce qu'il va falloir tirer des kilomètres de câbles, et ça a un coût. Et donc, du coup, là, on risque de sortir du cadre prix qui a été défini conjointement avec Enercop fournisseur. Une fois qu'on a trouvé un terrain qui a l'air de bien correspondre, ensuite, il faut s'accorder avec le propriétaire du terrain qui accepte de signer un engagement, comme quoi il s'engage donc à mettre à disposition son terrain, sous certaines conditions, loyer, etc., pour qu'on puisse derrière nous essayer de développer un projet de production d'énergie renouvelable. Et là, en l'occurrence, un projet de production d'énergie solaire.
Ça me permet de faire une petite parenthèse ou en tout cas de montrer globalement la chronologie dans laquelle on s'ancre. Je vous ai parlé là de la phase, on va dire, émergence, mettre en place des partenariats, aller chercher des terrains, des opportunités de projets pour pouvoir monter un projet. On rentre ensuite dans la phase dite de développement. Alors cette phase de développement, c'est pour ça qu'on parle de Enercop développeur, hein, c'est le petit surnom, mais c'est lié à cette phase-là qui est quand même une grosse étape ou un peu le nerf de la guerre. Et cette phase de développement, c'est le moment où on va réaliser toutes les études, toutes les démarches administratives notamment, qui vont être nécessaires pour obtenir l'autorisation de construire une centrale solaire sur le dit terrain qu'on a identifié. Ça va être monter des dossiers auprès de la préfecture, réaliser des études, potentiellement études d'impact. Et en fait, toutes les pièces à fournir vont vraiment dépendre de la typologie du projet, de la taille du projet, de si les projets photovoltaïques, projets éoliens, il va y avoir des différences. Selon la taille du projet, il va y avoir des différences aussi, etc. Et toute cette phase de recherche d'opportunités, mise en place de partenariats, développement et dépôt de notre dossier de demande de permis de construire, et ensuite la phase d'instruction où la préfecture va venir nous voir et va nous dire il vous manque telle pièce, ou il faudrait que vous précisiez ça, ou etc. Toute cette phase-là, c'est une phase qu'on appelle à risque. On dit qu'elle est à risque parce que on fait tout ça, on y passe du temps, on y dépense potentiellement de l'argent, sans être sûr d'obtenir notre autorisation de construire la centrale. Et donc, si jamais, à l'issue de toute cette période de développement, l'administration nous dit non, désolé, vous ne pouvez pas construire votre centrale. Non, il ne nous dit pas forcément désolé. Mais en tout cas, non, vous ne pouvez pas construire votre centrale pour telle et telle raison. Et bien, dans ces cas-là, on est bien embêté parce que on ne peut pas construire notre centrale et on a perdu tout le temps et l'énergie et l'argent, entre guillemets, pour rien. Et donc, on va travailler sur d'autres projets. C'est pour ça aussi qu'on travaille sur plusieurs projets en parallèle. Une fois qu'on a obtenu cette autorisation de construire, si tout s'est bien passé et qu'on l'a obtenu, on est super content, on fait un peu la fête. Et après, ça on passe aux étapes suivantes, qui vont être les étapes d'aller chercher des moyens de financer cette centrale, ça j'en reparlerai un peu après, et aussi de chercher qu'est-ce qu'on va faire de notre électricité qu'on pourrait produire et à quel prix on va la vendre. Et là, c'est là où je vais retourner voir Julien à l'instant. Une fois qu'on aura obtenu ça, on pourra construire la centrale et ensuite l'exploiter, c'est-à-dire la faire produire son électricité pendant des durées d'à peu près 30 ans. La phase entre je cherche un terrain et j'ai construit ma centrale, elle est plus ou moins longue en fonction de la taille des projets. Donc, ce qu'on appelle nos petits parcs au sol ou nos centrales villageoises, il y a aussi, donc ces projets de l'ordre de 250 à 300 kW crête. Il faut compter à peu près 2 ans entre le moment où on cherche le terrain et le moment où on injecte nos premiers électrons. Ça peut être plus pour certains et moins pour d'autres, mais c'est une moyenne. Pour les parcs plus grands, où du coup les démarches vont être plus lourdes, il va y avoir des relevés faune-flore à faire sur une année complète, etc. Là, on est plutôt sur des durées en moyenne de l'ordre de 4 à 6 ans. Et pour des projets éoliens, où là les démarches administratives sont encore plus lourdes, et les dossiers en tout cas sont bien plus conséquentes, là on est sur des délais bien plus longs de 5 à 10 ans. Voilà. Donc maintenant je reviens sur le moment où, oui, ça y est, j'avais donc identifié mon terrain, je me suis mise d'accord avec le propriétaire du terrain, j'ai monté tout le projet, tout le dossier, je l'ai soumis à la préfecture qui m'autorise de construire ma centrale solaire sur ce terrain qui est, par exemple, une ancienne décharge qui appartient à la commune. J'ai obtenu mon autorisation de construire, je suis super contente et donc je retourne voir Julien. Donc, nouveau temps d'échange entre Julien, Enercop fournisseur, et moi, Enercop développeur. Salut Julien, écoute, j'ai un super terrain à te proposer. Il est tout pourri, c'est une vieille décharge, vraiment, on vient embêter personne avec ça, on la voit pas du tout. Elle est bien cachée, elle est proche du réseau électrique. Le prix que je te demande, il est de temps parce que je suis pas très loin du réseau électrique. Donc, écoute, s'il te plaît, j'aimerais te vendre l'électricité du projet que je pourrais construire sur ce terrain à X euros du mégawattheure. Et est-ce que tu pourrais, s'il te plaît aussi, t'engager pendant 30 ans? Parce que moi, si j'ai un contrat d'achat-vente d'électricité sur 30 ans, je vais pouvoir aller négocier avec des banques pour financer ma centrale. Donc, ce prix que je vais demander, moi, Morgane, Enercop développeur, à Julien, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un prix qui est basé sur le prévisionnel et le coût de construction
Je vais donc aller voir des constructeurs et déjà me faire une idée un peu précise de combien ça va coûter exactement de construire une centrale sur ce terrain. Les coûts d'exploitation de maintenance, hein, le photovoltaïque au sol, tout comme l'éolien, ce sont des technologies qui sont bien connues. Donc, on sait très bien dire mais globalement qu'est-ce qu'il va falloir changer, quand et combien ça va nous coûter, quel entretien va falloir faire, quelle maintenance prévoir, etc. Et puis les coûts de développement, bah, voilà, le temps que j'y ai passé, les études que j'ai dû réaliser pour monter ce projet de centrale. Donc là, on discute avec Julien, je lui montre que ce projet il rentre à fond dans le cadre éthique et économique. Petite parenthèse au passage, si jamais on est un peu hors du cadre économique, Julien, qui est super sympa, va laisser une petite marge de négo. Donc, on va pouvoir en tout cas discuter. Si derrière le projet est hyper vertueux, c'est un projet qui est monté avec la collectivité, le collectif citoyen, tout le monde est à fond dedans, etc., mais que je suis un peu plus cher que le cadre qu'on avait défini avant, on va pouvoir en tout cas discuter et négocier. On s'est mis d'accord sur le tarif, sur le prix juste, qui va permettre, qui en tout cas serait adapté et qui dépend réellement au modèle économique de la centrale concernée. On est vraiment à un tarif un peu au cas par cas, vraiment un tarif par projet. Et là, on va du coup mettre en place un contrat d'achat d'électricité long terme entre du coup Julien et moi, ou autrement dit, Enercop fournisseur et Enercop qui développe, là par exemple, Enercop Nouvelle-Aquitaine. Je fais une nouvelle petite parenthèse en disant que ça paraît rien comme ça, mais ces contrats d'achat d'électricité long terme, Enercop a réellement été précurseur sur ce type de contrat. On est dans les premiers à en avoir mis en place. On les a mis en place au début essentiellement pour acheter l'électricité à des projets portés par des collectifs citoyens. Et ce n'est pas des contrats anodins, c'est des contrats dans lesquels Enercop s'engage à acheter l'électricité au prix convenu pendant 30 ans. Donc, c'est quand même des contrats engageants qui sont, je le redis à nouveau, très vertueux parce que basés sur le vrai coût de l'électricité qui est produite par la centrale concernée et qui sont donc de fait complètement déconnectés du marché de l'énergie. Donc, on ne parle pas d'un prix qui va être indexé sur le gaz et sur etc. Là, on parle vraiment du prix de la centrale de Faury en Dordogne. Voilà, je ne sais pas comment finir ma phrase, mais vous voyez l'idée. Et si je continue un peu sur cette parenthèse, c'est que là où c'est novateur, c'est que jusqu'à présent, les projets, surtout les gros projets éoliens ou photovoltaïques au sol, eux bénéficiaient de mécanismes de soutien public qui étaient eux-mêmes et qui sont même, ça existe toujours, complètement connectés au marché. Donc là, c'est quand même, en tout cas, je trouve que ça vaut le coup de préciser que c'est une façon pour Enercop, ce type de contrat, d'aller plus loin dans se déconnecter du marché et d'aller plus loin aussi dans l'idée de sécuriser son approvisionnement en électricité sur le long terme. Donc voilà, donc ça y est, je suis contente. J'ai mon prix d'achat d'électricité long terme et je peux aller du coup voir les banques. Je peux en tout cas aller faire toute la partie recherche de financement. Donc, il va y avoir une partie effectivement emprunt bancaire. Donc, je vais aller voir ma banque en leur disant je vais pouvoir construire une centrale, ça va me coûter tant de la construire. Je vais gagner tant d'argent avec cette centrale parce que Enercop derrière me propose ce contrat où il achète le kilowattheure à tel prix. La banque, elle va me dire d'accord, je vais bien vous prêter de l'argent, mais seulement si vous apportez quand même une partie des fonds. Donc là, c'est tout l'intérêt des levées de fonds auprès des sociétaires, avoir du coup des fonds du capital qu'on puisse ensuite apporter pour mettre en place notre emprunt bancaire. Une fois que j'ai le financement, je peux donc contractualiser avec mon constructeur, commander tout le matériel, faire construire la centrale. Et une fois que ma centrale est construite, mise en service, on peut enfin injecter des électrons verts dans le réseau électrique national. Ces électrons verts, ils passent par le réseau électrique national, bien sûr, mais derrière, ils sont directement soutenus par les clients et les sociétaires Enercop. Les clients, parce que quand vous payez vos factures chaque mois, finalement, c'est ces centrales et donc tous les acteurs qui ont permis à ces centrales de voir le jour que vous financez, et les sociétaires en prenant des parts au sein d'Enercop au niveau national ou au niveau de vos Enercop locales, c'est aussi des capacités de recherche de financement pour financer ces nouvelles centrales que vous soutenez. Et si je peux permettre une petite conclusion là-dessus,
c'est pas anodin, le tournant en tout cas qu'a pris Enercop aujourd'hui, hein, en intégrant vraiment toute la chaîne du développement, production, fourniture d'électricité. Et ça permet d'aller plus loin dans la transition énergétique citoyenne en outillant directement les territoires, les collectifs citoyens, les collectivités, pour les rendre acteurs et bénéficiaires d'une transition énergétique. Et c'est là toute la vertu de ce modèle décentralisé et déconnecté du marché et le plus porté par les territoires. Voilà, j'espère que c'était clair. Eh bien, merci Morgane pour cette partie 2. Ça a été très clair. On va tout de suite passer à la partie questions. Il y en a eu pas mal, donc je vais un peu remonter le fil et peut-être reprendre un peu depuis le début, ce qui permettra de structurer les réponses. Où vous avez eu des questions sur le métier de fournisseur, sur le métier de développeur et aussi un peu sur les ordres de grandeur qu'on avait présentés en début de webinaire. Alors, par exemple, peut-être pour repréciser certains termes, on avait Armand qui se demandait est-ce que c'est bien Enercop distributeur qui rachète l'électricité produite par Enercop producteur? Peut-être qu'on peut bien repréciser les termes pour être sûr que tout le monde a bien compris. Ouais. Et j'en profite pour ajouter une autre question posée par Armand. Est-ce qu'Enercop vend de l'électricité à d'autres fournisseurs sur le marché? Est-ce que notre production pourrait être vendue à d'autres fournisseurs? Alors, pour les termes, donc, il y a ce qu'on a appelé Enercop producteur, donc vraiment produire l'électricité, même si ça ne s'appelle pas vraiment comme ça. Après, on va plutôt parler de Enercop fournisseur pour l'activité de fourniture, qui consiste à acheter de l'électricité et la vendre à ses clients et clientes, c'est-à-dire les personnes qui payent les factures que vous recevez chaque mois ou tous les 2 mois. Et le mot distributeur va plutôt justement dans le monde de l'électricité appartenir à Enedis qui va s'occuper avec RTE de la gestion des réseaux d'électricité. Donc RTE va être un transporteur, c'est le T de RTE, réseau de transport d'électricité, et Enedis va s'occuper de la distribution, c'est-à-dire le dernier kilomètre. Donc pour Enercop, on va plutôt parler de production et de fourniture. J'ai oublié la deuxième question, pardon. Est-ce qu'on peut vendre de l'électricité à d'autres fournisseurs? Alors, de temps en temps, on va vendre sur les marchés de l'électricité et peut-être qu'un fournisseur rachète ça derrière, mais en tout cas, on n'a pas de contrat ad hoc et spécifique avec d'autres fournisseurs pour leur vendre de l'électricité. Même si je serais ravi qu'on aille verdir de la concurrence, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Bah, surtout, les autres fournisseurs ne font très peu l'exercice d'acheter en direct à des. Il y en a quasiment pas qui finalement achètent en direct à des producteurs, en tout cas des centrales de production d'énergie renouvelable. La plupart achètent sur le marché. Et donc, en théorie, nous, Enercop développeurs, moi, Enercop Nouvelle-Aquitaine, on pourrait vendre l'électricité à qui on veut, mais évidemment que philosophiquement, on va vendre l'électricité à Enercop pour alimenter le réseau, l'approvisionnement d'Enercop. Merci pour cette précision, Morgane. Alors peut-être une question volume, puisqu'on parle d'achat et de production. Quel est le ratio du volume de production gigawattheure et le volume de vente d'électricité Enercop? En gros, combien on consomme et combien on... Ça tourne autour de 600 gigawattheures de consommation et d'achat en direct à des producteurs chaque année. On n'a pas encore les chiffres de l'année 2023, on les a plutôt sur mars ou avril. Donc l'entièreté des consommateurs et consommatrices d'Enercop va consommer environ 600 gigawattheures. Après, spécifiquement dans nos achats aux producteurs et productrices, la part qui vient des projets en propre d'Enercop est encore relativement faible, puisqu'on est justement beaucoup à partir de ce moment où on commence à développer des projets. Mais à mon avis, sur cette année, on commence quand même à être à 2023, si je ne dis pas de bêtises, 3, 4, peut-être 5%. Et on a une perspective d'être à 10-15% d'ici la fin de l'année 2024 et plusieurs dizaines de pourcents sur 2030. Et en sachant que les 90% restants, c'est acheté à d'autres producteurs,
à des centrales de production d'électricité renouvelable qui sont détenues par des producteurs indépendants, par des collectifs citoyens, par des collectivités. C'est toujours ça le credo Enercop. Parfait, merci. Peut-être pour rester encore dans les liens avec la fourniture, Patrick qui nous demandait quelles sont les contraintes des contrats d'achat d'électricité. Est-ce que la liberté est totale? Si ça, c'est peut-être Alors, quand on doit acheter de l'électricité à des producteurs, c'est notre promesse aux clients de faire du contrat direct, c'est-à-dire il y a autant d'achats d'électricité chaque année que ce que les clients consomment. Une fois qu'on a dit ça, on a effectivement quand même malgré tout des règles et des contraintes sur à qui on va acheter, à qui on ne va pas acheter et dans quel cadre. Je vais commencer déjà par la négative, mais typiquement, on se met quand même quelques lignes rouges sur on ne va pas acheter à des entreprises qui auraient une activité de développement de projets d'énergie renouvelable et qui, par ailleurs, auraient à côté de ça une activité économique clairement irréconciliable avec la lutte contre le dérèglement climatique ou même irréconciliable avec une vraie vision de la transition énergétique. Autrement dit, on ne va pas acheter à Total et à Engie, même s'ils développent des projets. Euh, donc ensuite, une fois qu'on a dit ça, on a aussi un peu justement les sites qu'on aime bien, les partenaires avec lesquels on aime bien travailler et qui font un peu notre différence, à commencer par les collectifs citoyens. On aime bien agréger autour de nous de l'électricité produite par des collectifs citoyens. On aime bien aussi acheter à des sites qui sont détenus par des collectivités locales. Ça va un peu dans le sens du mouvement citoyen. Ça permet quand même une redistribution de ce que peut produire l'énergie sur les territoires directement. Ça évite une sorte de fuite des capitaux vers des actionnaires qui seraient en dehors de France. Donc au moins l'argent qu'on utilise pour acheter cette électricité, elle reste sur les territoires où est produite l'électricité. Donc ça va plutôt être des gens vers lesquels on va aller. Après, il y a des contraintes aussi un peu plus opérationnelles. Il y a typiquement une question qui revient très régulièrement, c'est est-ce qu'on achète l'électricité à des toutes petites installations, notamment les particuliers ou pas. Là, on est limité. Comme les volumes associés sont assez faibles, en général, le coût juste de gestion et tout l'effort qu'on peut mettre pour acheter cette électricité est supérieur à ce que cette électricité peut nous rapporter. Et on a des équipes qui sont taillées pour pouvoir contractualiser et animer seulement un certain nombre de producteurs chaque année. Donc, si on devait faire un approvisionnement basé essentiellement sur les particuliers, il faudrait imaginer qu'on déploie les mêmes efforts en termes de structure et en termes de ressources humaines que ce qu'on déploie pour toute la fourniture et toute la gestion des environ 100 000 clients d'Enercop. Donc, dans les périmètres, je dirais qu'on va dédier justement aux petits volumes de production. Eh ben, on va se concentrer encore une fois là beaucoup sur les collectifs citoyens et aussi un peu sur les sites locaux. Et puis après, à chaque fois, il y a toujours aussi une petite analyse du projet. On doit jongler entre plusieurs paramètres pour savoir si on contractualise ou pas, entre le prix qui est proposé par le producteur, justement la centrale telle qu'elle est. Si le producteur nous dit, voilà, j'ai rasé une forêt en Natura 2000 pour avoir un parc qui produira énormément et je vous le vends pas cher, on va tiquer aussi, on va aussi mettre des contraintes éthiques à ce niveau-là. Donc il y a quand même plusieurs règles qu'on se met, oui. Et Alors, peut-être j'en rajouterai juste une. non, pardon, excusez-moi, je coupe. Patrick a reprécisé sa question en disant qu'il voulait savoir s'il y avait aussi des contraintes juridiques ou des règles étatiques pour fixer ses prix, j'imagine. Est-ce qu'il y a des Ouais, contraintes? mais c'est vrai que dans les contrats à long terme de gré à gré, dans les faits, c'est des contrats où on se met d'accord, on est finalement deux structures juridiques distinctes, où on se met d'accord, deux entreprises, moi Enercop développeur, Enercop Nouvelle-Aquitaine et Enercop fournisseur. Donc on est sur des contrats où en tout cas, il faut se mettre d'accord sur le contenu. Là où on va avoir un peu une contrainte, ça va être au niveau de l'aspect financement bancaire. C'est-à-dire, la banque, elle va vouloir que le contrat soit sur une durée qui est, on va dire, réaliste avec la durée de l'emprunt bancaire qu'on va aller chercher derrière. Il va y avoir des contraintes plus à ce niveau-là qui sont plus finalement du bon sens et de la réalité économique de notre projet. Merci Morgane. On a eu d'ailleurs des questions sur ces rachats, sur ces prêts bancaires, notamment la réaction des banques quand il s'agit d'achats long terme. Quel est l'accueil aujourd'hui?
C'est une bonne question. L'accueil est comme tout, je vous ai dit, qu'Enercop était plutôt précurseur là-dessus, hein, et c'est plutôt récent, hein. On n'est pas les seuls à le faire, mais en tout cas, c'est encore assez novateur, ce type de contrat de gré à gré long terme. Les banques, elles sont moins enthousiastes que quand c'est un producteur qui a derrière un contrat sous soutien public de l'État avec un tarif qui est connecté au marché de l'énergie. Donc il faut faire preuve de pédagogie et montrer que ce type de contrat va être amené à se multiplier et qu'ils sont hyper pertinents. Mais c'est sûr que les banques sont moins habituées et montent en compétence sur ce type de contrat. Et justement, sur ce type de contrat, on a Laurent qui se demandait quelle était la proportion aujourd'hui dans les achats d'Enercop, ces contrats longue durée. Ah, c'est ce que disait Julien, c'est encore aujourd'hui de l'ordre. Enfin, alors si on prend tous les contrats long terme, c'est peut-être un peu plus, ça doit être peut-être une dizaine de pourcents avec, je sais pas, mais ça reste encore, on va dire, minoritaire. Beaucoup de nos contrats sont des contrats sur des temps plus courts, mais il y a vraiment l'envie, en tout cas, d'aller le plus possible vers ce type de contrats long terme, qui sont les contrats qui permettent vraiment à des nouveaux projets de production d'énergie renouvelable de voir le jour. Un contrat plus court, c'est un contrat qu'on va signer avec une centrale qui existe déjà, qui produit déjà. Un barrage hydroélectrique, des éoliennes qui ont été construites et qui sont en fin de tarif de soutien public, et cetera. Les contrats à long terme, c'est les contrats qui sont vraiment les contrats ciblés aux nouveaux projets qui ne sont pas encore construits. Et c'est là où, du coup, Enercop va, on va dire, un cran plus loin dans son soutien à une transition énergétique plus fort et, du coup, le plus possible décentralisée et aux mains des territoires. Merci. Je vous propose de peut-être maintenant changer complètement de thématique. On avait des demandes de précision au moment des éléments sur les ordres de grandeur qu'on a amenés. Peut-être par exemple Armand qui demandait la surface au sol d'un champ de parc solaire quand on est sur 6000 MWh. Alors peut-être qu'on peut peut-être revenir sur les slides pour que ce soit plus fluide. Donc, peut-être repréciser un peu ces dimensions-là, et aussi une remarque de Christine qui nous signale qu'on parle que de PV au sol, mais on n'a pas parlé d'éolien en termes d'ordre de grandeur. Est-ce qu'on peut peut-être revenir un peu sur ça? Oui, bah, alors rapidement, Maureen, n'hésite pas à me corriger parce qu'en vrai, j'ai beaucoup de mal toujours avec les chiffres. Mais en gros, là, ce que je dis, c'est qu'un parc qui produit 6000 MWh, ça en gros l'unité de puissance qui est le mégawatt ou même le mégawatt crête. Ça va être un projet de 5 ou 6 mégawatts. Et un mégawatt, on peut compter à peu près 1 hectare de surface au sol pour 1 mégawatt. Ensuite, pourquoi on ne parle pas d'éolien? Eh ben déjà parce qu'il y a eu tout un webinaire dédié à cette technologie il y a un mois ou deux, dont vous pouvez aller voir le replay. Et ensuite, pour le coup, c'est vrai que l'essentiel de l'activité de production du réseau Enercop se passe sur le solaire photovoltaïque. C'est beaucoup plus ce qu'on a en tête. Et puis, comme les projets éoliens sont un peu plus longs, les questions émergent sur un temps un peu plus long aussi. Là, pour le solaire, on est vraiment dans le dur justement de toutes ces questions qu'on vous partage et qu'on se pose aussi entre nous. Ouais, je peux préciser deux petites choses. Juste quand même, donc effectivement, là, sur ce grand parc au sol, ce que l'on appelle grand parc au sol, on est sur des terrains d'à peu près 5 hectares, donc dans ton ratio, l'idée de ton ratio, Julien. Sur l'éolien, je suis moins une experte parce qu'on n'a pas pour l'instant en tout cas, de projet en développement éolien en Nouvelle-Aquitaine, mais en gros, sur une même surface équipée, ça va produire entre 6 à 8 fois plus qu'une centrale solaire. C'est pour ça que l'éolien, hein, c'est hyper pertinent parce que c'est moins consommateur d'espace pour plus de production, et en plus, ça va être un profil de production qui va nous intéresser, qui va bien se compléter potentiellement avec le profil de production photovoltaïque. Le photovoltaïque, ça produira qu'en journée et beaucoup l'été, tandis que l'éolien va peut-être, ça dépend des zones bien évidemment, mais peut être amené à plus produire le matin et le soir parce qu'il va y avoir des thermiques, des vents thermiques, l'hiver. Donc voilà, donc c'est toute l'importance d'un mix énergétique complet. Là, c'est sûr qu'on a, pour faire simple, parler que de photovoltaïque au sol, mais l'éolien a beaucoup de sens. Et pourquoi est-ce qu'on
On ne fait pas directement du développement éolien, on fait du co-développement. Là, il faudrait regarder aussi le webinaire lié à l'éolien. Mais le développer des projets éoliens, c'est des projets très, entre guillemets, capitalistiques, dans le sens où vous vous rappelez, j'ai dit que c'était à peu près 5 à 10 ans de temps de développement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une structure à la finance suffisamment solide pour payer des salaires pendant 5 à 10 ans et ainsi espérer obtenir la construction de ces éoliennes et donc gagner de l'argent à ce moment-là. Et donc là, c'est une prise de risque qui est conséquente et sur laquelle, en tout cas, nous, côté Enercop local, on va, mais pas seul, on y va vraiment en co-développement, donc en partenariat avec des développeurs éoliens ou des acteurs locaux. Merci. J'ai peut-être une question d'ailleurs liée à l'éolien, puisque tout à l'heure, Morgane, tu parlais du prix de vente des productions. Tu disais que le coût prévisionnel comprenait le coût de construction et le coût d'exploitation. Est-ce que ça veut dire que l'éolien coûte plus cher que le solaire? Et quel est le prix, je pense qu'on n'a pas donné tout à l'heure, le prix moyen de vente? Non, dans les faits, maintenant, éolien et solaire sont à peu près sur les mêmes coûts. Et alors pour l'éolien, on va dire c'est la même chose, hein. L'éolien, on va prendre en compte les coûts de développement, qui du coup vont être bien plus élevés, c'est sûr, parce que sur des temps plus longs, les coûts de construction, les coûts de maintenance et les coûts de démantèlement. Donc c'est aussi un prix complet. L'éolien, les coûts de développement vont être plus chers, mais par contre, comme je disais, les éoliennes vont produire beaucoup plus, donc vont être plus rémunératrices, vont en tout cas générer plus de bénéfices pour le producteur. Donc l'un dans l'autre, aujourd'hui, on est sur un coût d'électricité qui est à peu près similaire. Pour donner une large fourchette, si c'était ça la question, mais en gros, on va être entre 70 et 90 € du mégawattheure. Ça, c'est un chiffre un peu dit comme ça, mais alors là, peut-être Julien, tu l'as en tête, mais le PR de Flamanville, qui est toujours en construction, il est aux alentours de 200 € du mégawattheure, avec tous ces En coûts qui tête, explosent. au Donc, nucléaire, ou hein. 160, là, je parle de l'EPR Flamanville. Après, le nucléaire, mais, aujourd'hui, et vous allez en entendre parler prochainement, il y a tout un débat pour les centrales nucléaires existantes, c'est quoi le vrai prix, sur lesquels ne s'accordent pas forcément les syndicats EDF et toutes les autres parties prenantes autour des sujets énergétiques, parce que ça va être un sujet qui va être beaucoup discuté, parce que beaucoup d'enjeux financiers derrière. Mais là où, enfin, en tout cas, si je donne cette fourchette, en gros, entre 70 et 90 € du mégawattheure versus bien au-delà de 100, mais je crois 160 ou quelque chose comme ça pour les nouveaux nucléaires, ça montre bien qu'on est sur aujourd'hui des énergies renouvelables qui sont compétitives et qui ont, en tout cas, ce n'est plus quelque chose qui coûte énormément d'argent, qui a besoin d'être soutenu publiquement. Alors, comme on parle d'argent, j'ai un pack de questions banques que je vous partage. On avait une question, alors je crois qu'elle a été répondue à l'écrit, mais je la remets là si jamais il y a des éléments de gens sur est-ce qu'il y a des critères pour choisir les banques, puisqu'on parle d'éthique dans nos projets, est-ce que ça concerne les banques? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des banques qui sont plus volontaires que d'autres pour faire ces prêts, par exemple, parce que la NEF ou les banques coopératives sont plus volontaires dans le cadre de financement de ce type de projet? Oui, évidemment, nos interlocuteurs privilégiés, ça va être Nef et Crédit Coopératif, hein. Il y a une philosophie commune, naturelle, on va dire. Après, je sais qu'il y a aussi des échanges avec, des banques type La Poste ou, enfin, la Banque Postale, et aussi des échanges avec des banques, plutôt européennes, parce que, ces contrats de gré à gré long terme, autant c'est nouveau en France et on est précurseur en France au sein d'Enercop, autant, ça se fait depuis plus longtemps dans d'autres pays européens. Et donc, il y a des banques, qui sont installées à l'échelle européenne qui, vont, plus facilement être amenées, du coup, à nous suivre sur ces projets. Après, enfin là, je le rappelle ici, mais il y a une éthique, enfin il y a une exigence qui est très forte au
au sein du projet Enercop dans sa globalité, et on va être évidemment vigilant dans le choix de nos partenaires et à ce niveau-là aussi. Mais il y a aussi des fois des réalités économiques où il y a des fois aussi des besoins d'arriver à faire financer son projet. Donc c'est toujours l'équilibre fin entre être le plus vertueux possible, mais aussi permettre à ces projets de voir le jour. Merci. Peut-être une question qui est à la rentabilité des projets. Quelle est la rentabilité attendue par Enercop développeur de ces projets? Peut-être en durée aussi, combien de temps ça met? Aujourd'hui, si on parle en termes on va dire de temps de retour sur investissement, on essaie d'aller vers des projets qui apportent un retour sur investissement de 6% sur 30 ans. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, on est en moyenne un temps de retour sur investissement de 6%. Ce qui nous semble raisonnable, mais en même temps nécessaire pour aller convaincre d'autres investisseurs, d'autres financeurs de venir financer avec nous les projets. Et après, là, par exemple, pour une centrale si je parle en années, parce que des fois ça ne part pas forcément, là, un petit parc au sol va être rentable, en tout cas, l'électricité produite, la vente, les bénéfices liés à l'électricité produite vont compenser les coûts de développement et de construction, etc., au bout de 17 ans à peu près, entre 16 et 18 ans. Donc, on n'est pas sur les projets les plus rentables du monde, hein. Donc mais en tout cas, c'est cette idée d'essayer de trouver toujours cette idée de prix juste, en tout cas le bon équilibre pour pouvoir se rémunérer en tant que développeur, en tant que producteur exploitant, et en même temps vendre une électricité à un coût qui soit raisonnable pour Enercop fournisseur et derrière les clients finaux. Merci Morgane. Je regarde ce qu'on a encore comme question vu qu'il est 19h53. Il va falloir commencer à choisir. Peut-être une question d'un spectateur anonyme. Bonsoir, pourriez-vous nous en dire plus sur le lien avec les collectivités, la manière dont elles sont associées au projet? Oui, mais ça dépend vraiment des collectivités, mais en tout cas, nous, les projets qu'on aime bien, donc là, je parle aussi avec, la casquette Enercop Nouvelle-Aquitaine parce que c'est les projets sur lesquels on travaille, donc je peux en parler plus facilement, mais je sais que c'est globalement la même dynamique et la même volonté au sein de tout le réseau Enercop. C'est des projets où la collectivité a envie d'être partie prenante directement du projet, donc va potentiellement avoir envie d'y dédier un peu de temps ou un peu d'énergie, dans le montage du projet. Aujourd'hui, les collectivités ont possibilité d'investir financièrement dans des centrales de production d'énergie renouvelable et donc vont derrière pouvoir capter une partie des bénéfices générés par la vente d'électricité. Ça, pour nous, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, hein? C'est pour permettre à ce que ces projets se multiplient parce que installer une centrale solaire, si derrière la collectivité n'est pas d'accord, ça n'a pas de sens. Tandis que aller discuter avec une collectivité qui a envie de développer les énergies renouvelables sur son territoire, qui ne sait pas comment s'y prendre, qui a envie de s'impliquer, qui a envie de se faire accompagner, là, c'est typiquement le genre de projet qu'on va apprécier. Et donc, nous, on va les aider à chercher des opportunités sur leur terrain. On peut faire de la recherche de terrain, de sites dégradés. Ensuite, on peut les aider dans toute la partie montage du projet et on peut faire vraiment ce qu'on appelle du co-développement, c'est-à-dire développer le projet en direct avec elles si elles ont envie de s'impliquer. Ou alors, on fait un développement plus clé en main si elles ont juste envie de nous mettre à disposition, par exemple, un terrain communal, comme je disais, une ancienne décharge, un ancien stade de foot qui n'est plus utilisé, etc. Et donc ça, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, on a pas mal, hein. Je pourrais parler du projet de Saint-Paul et Dax, qui est un projet qui a été complètement initié par la mairie. Un groupe citoyen s'est monté aux côtés de la mairie. Ils portent aujourd'hui conjointement la mairie et le groupe citoyen le projet, et ils sont venus chercher Enercop Nouvelle-Aquitaine pour faire toute la partie développement et le cofinancement. On investit à leur côté et on développe ce projet qui est un projet de plutôt grande ampleur. C'est un projet, justement comme ici, de 5 MW crête, donc sur à peu près 5 hectares sur une ancienne décharge. Et là, c'est aussi une façon je le glisse là, de montrer que des projets portés par des collectivités ou des collectifs citoyens, ce n'est pas forcément les petits projets sur toiture. Elles peuvent s'associer aussi aux projets plus grands. Et un autre exemple, et après j'arrête là, mais
sur un projet éolien dans lequel on n'est pas partie prenante, mais qui a été porté complètement par une collectivité et un collectif citoyen qui s'appelle la COPEC, qui est un projet à côté de La Rochelle, à Andilly-les-Marais. Et bien là, on est sur un projet où collectivité et collectifs citoyens se sont impliqués et ont monté ensemble le projet, sont allés chercher un développeur pour le développer à côté d'eux. Mais du coup, on est vraiment sur des exemples où des territoires ont saisir l'opportunité des énergies renouvelables pour en être des parties prenantes fortes et bénéficier des retombées derrière. Merci Morgane. On va prendre une dernière question et là je l'attribue à Julien qui sera chargé de faire une réponse synthétique. Donc c'est une question de Jean-Michel qui nous dit, vous dites que vous n'êtes pas connecté au prix du marché électricité, mais pour l'ensemble des consommateurs d'Enercop, comment vous assurez-vous qu'en tout temps, la production peut satisfaire la consommation des clients? Donc, comment nos courbes production et consommation peuvent être à l'équilibre? Ben oui, je comprends très bien. Alors, il faut bien distinguer les différents espaces de discussion. En fait, quand notamment Morgan a dit qu'on se décorrélait des prix du marché, c'était sur le prix de vente du mégawattheure produit par les centrales Made in Enercop. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de producteurs et productrices qui vont nous dire, quand ils veulent négocier avec nous, ah ben moi, ben, mon électricité, je vous la vends au prix du marché actuel. Pourquoi ils font ça? Bah, parce qu'ils peuvent la vendre sur le marché. Donc, ils vont peut-être saisir la meilleure opportunité. Donc, il faudrait qu'on s'aligne sur les prix du marché. Bon, mais quand c'est un projet qui est développé par Enercop ou quand c'est un projet développé par un collectif citoyen, par exemple, qui a une vision un peu militante du commerce équitable de l'énergie, on peut se baser sur des coûts de production. Donc, la différence entre prix de marché et prix de production dont on a parlé dans ce webinaire, c'est notamment sur le prix de vente de l'électricité d'une centrale vers le fournisseur. Après, ce n'est pas une promesse de décorrélation complète des enjeux du marché, c'est un des espaces où le marché intervient. On n'équilibre pas pour chaque demi-heure la production de notre réseau de producteurs, dont on fait une partie Enercop producteur, avec la consommation des clients. Pour l'instant, notre promesse se joue au niveau annuel. On dit que chaque année, on a acheté autant d'électricité à des producteurs que ce que nos clients ont consommé. Mais pour chaque demi-heure, entre ces achats, il y a un déséquilibre. Soit un déséquilibre où c'est la consommation qui est au-dessus, soit elle est en dessous. Si jamais la consommation est au-dessus de la production, eh ben, on a besoin d'un complément du marché pour équilibrer sur cette demi-heure. Si la consommation finalement est en dessous, ben, on a un surplus de production qu'on va aller vendre sur les marchés. Donc, cette promesse de décorrélation du marché à travers nos propres outils de production, elle va surtout passer dans la formule de rémunération, mais pas tellement cet enjeu de développement de la production sur l'équilibrage à la maille de la demi-heure ou maille qu'on veut. Après, comme Morgane le disait tout à l'heure, bah, il y a aussi des efforts de développement sur l'éolien et sur le solaire. Développer plusieurs de ces technologies, ça permet quand même d'avoir un mix qui est diversifié et qui permet de produire de manière relativement homogène tout au long de l'année, en évitant un peu les écueils de la variabilité qui ne serait basée que sur une seule technologie. Et au final, on a des courbes chaque année entre nos achats aux producteurs et nos achats et notre vente aux clients qui sont relativement proches. Et sur les enjeux, pour aller toujours un peu plus loin dans la flexibilité là-dessus, on va y bosser dans d'autres espaces, à la fois sur la flexibilité ou en tout cas sur les enjeux liés à la production de diversification du mix. Mais on a aussi tous ces enjeux qui ne seront pas discutés ici sur la flexibilité de la consommation. Si jamais parmi vous, il y en a qui sont inscrits à nos alertes flex, on envoie un signal où il est particulièrement important de baisser la consommation, bah, ces signaux, ils ont leurs effets, la consommation baisse et c'est aussi un espace de rapprochement de ces courbes entre production et consommation. Et il y a tous ces leviers qui existent. Merci Julien, ce sera la réponse pour la fin, il est 20 heures. Donc je redis merci à nos intervenants et aussi aux personnes d'Enercop qui sont à la manœuvre dans l'équipe modération. Et merci à tous les sociétaires qui étaient là un mardi soir à suivre ce webinaire avec nous. J'espère que tout était très clair. Je suis censée vous envoyer un petit sondage. Hop, je le lance. Bien, méga clair, c'est pas mal. C'est vrai que c'est quand même pas simple.
Ça ne marche pas, c'est pas grave. Eh bien, vous pourrez nous dire par retour de mail ou dans le module. C'est bon, ça s'affiche. Ah, ça y est. Apparemment, il y a eu un petit bug coupure. C'est bon. Merci. Donc, pendant ce que vous répondez à ce sondage de satisfaction, je remercie encore une fois tout le monde d'avoir participé et contribué à ce webinaire. Je vous signale également qu'on en aura un dernier pour ce cycle de webinaire le 20 février sur la question de l'énergie, un monde d'hommes, point d'interrogation. Et également, vous pourrez revoir tous ces webinaires-là sur notre page YouTube ou sur Le Village qu'on ne présente plus, la plateforme d'échange entre les sociétaires. Et pour les quelques questions qui étaient encore en suspens, on est désolé, c'est toujours le jeu des webinaires d'1 heure. N'hésitez pas à les poser sur Le Village pour qu'on puisse y apporter des réponses plus concrètes. On vous remercie et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Bonne journée, bonne soirée.